Un Bitcoin à 150 000 $. Quand est-ce que va arriver la alt season? Est-ce que les cycles sont terminés? Il y aura plus de bull run comme on a connu avant? Est-ce qu'il faut encore investir en crypto ou c'est trop tard? J'ai posé toutes ces questions à Monsieur TK. On était ensemble à Crypto XR. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un YouTuber très connu. Il s'est fait connaître d'abord dans le mining et maintenant il fait également des analyses fondamentales et des vidéos toujours plus cool sur sa chaîne YouTube. Et dans cette vidéo, on a vu ensemble les cryptos sous-cotés en 2025. Pourquoi les projets ultra technologiques échouent alors que derrière, on a des projets de merde qui font du marketing et qui réussissent. Alt Season 2025, on l'attend tous. Quand est-ce qu'elle va arriver? Évidemment, les erreurs à ne pas faire qui ruinent 90% des investisseurs crypto et les meilleures stratégies pour investir en 2025. Ceux qui sont abonnés à Blogs, vous êtes en avance sur tous les autres. On parle de crypto, on fait des interviews toutes les semaines. Il y a un TikTok, un Instagram qui sort tous les jours, donc allez vous abonner là-bas aussi. N'oubliez pas le like, le commentaire et c'est parti. On se retrouve dans un nouvel épisode de Blogs, toujours en direct du salon Crypto XR et on est avec Mister TK, Monsieur TK. Bonjour à tous. Tu vas bien? Très très bien, écoute. Bon, vous le connaissez sûrement. Tu es très actif sur YouTube, sur TikTok, Insta YouTube et Twitter, clairement. Faut venir sur Insta aussi. Je suis un peu sur Insta, mais ouais, j'ai mes petites habitudes sur YouTube et Twitter, j'avoue. Si tu peux présenter un peu pour les gens qui te connaissent pas, qu'est-ce que tu fais comme type de contenu et... Donc en fait, moi j'ai commencé la crypto-monnaie en 2016. Je suis pas partie des anciens, mais je commence à être un peu dans les vieux. Et en fait, au début, si tu veux, j'ai décidé de créer une chaîne YouTube qui était consacrée à un monde à l'époque qui était très peu connu, qui était le minage de crypto-monnaie. Parce que en 2016, on n'est pas comme maintenant où il y a plein de contenu en français et tout. C'était que du contenu anglais très technique. Et en fait, j'ai commencé à vulgariser l'écosystème du minage de crypto-monnaie. Sauf que bon, le minage, c'est très sympa, t'en fais pendant un temps. Et puis en fait, comme beaucoup de gens, tu touches un peu à tout. Je me suis spécialisé dans tout ce qui est minage, les nodes et surtout, parce que c'est ça que j'adore faire, de la grosse analyse fondamentale. Je suis pas un analyste technique, je suis pas un trader. Par contre, analyser les fondamentaux d'un projet, sur quoi il se base, les tokenomics, etc., ça c'est mon dada et c'est ce qui fait que on est en 2025 et je suis toujours là. C'est quoi justement les gros paramètres à prendre en compte dans l'analyse fondamentale, ceux qui ont le plus de poids selon toi? Il y en a plein en fait. Ça va vraiment dépendre des projets parce que typiquement quand tu analyses par exemple un projet dans Layer 1, il y a des fondamentaux qui vont lui être propres et qui seront par exemple beaucoup plus importants que si tu es par exemple sur un projet dont le but par exemple c'est d'amener de l'anonymat. Typiquement dans un projet anonyme, le fait que la team soit anonyme, c'est pas trop un problème. Tu peux accepter que ce soit tolérable. Un projet, par exemple, de Layer 1, la team est anonyme, ce serait bien qu'elle se divulgue. En tout cas, quelques membres de sa commune. Si tu as, par exemple, des VC qui font partie, donc des investisseurs venture capital qui font partie du projet, c'est bien de le savoir avant d'investir. Si tu as eu un pré-mine, notamment dans les crypto-monnaies qui sont en proof of work, savoir si la team a pré-miné le coin ou pas. Et donc, est-ce qu'elle a des capitaux, etc. Donc, vraiment, ça va dépendre au cas par cas, j'ai envie de dire, des projets et du domaine d'activité dans lequel ils sont. La partie de tokenomics, je trouve que c'est mal expliqué, ou en tout cas, c'est très abstrait pour les gens, ils comprennent pas trop. C'est quoi qu'on doit regarder effectivement dans tokenomics? Alors, je vais être honnête, même pour moi qui suis dedans depuis très longtemps, ouais. ça reste, il y a des choses qui sont très obscures parce que autant je me débrouille quand même bien, autant je suis pas un expert de la tokenomics, c'est pas mon métier. Mais effectivement, la façon dont sont répartis les fonds, par exemple, quand on a toujours vu tous ces graphiques en forme de camembert, où on vous dit cette partie-là est pour la team, cette partie-là est pour le marketing, etc. Dans un monde parfait, dans un monde idéal, la plus grosse partie, normalement, devrait revenir à la communauté. Sauf que de nos jours, avec la quantité de crypto-monnaies qui existent, on a bien conscience qu'il faut avoir du marketing. On est bien content quand on a des listings sur des exchanges, donc il faut payer toutes ces choses-là. Et donc, de nos jours, c'est normal qu'une partie de la tokenomics soit allouée à ce type de paiement. Mais encore une fois, il faut avoir des proportions qui sont raisonnables. Si la team se réserve 80% de la supply, ok, ils vont peut-être développer des choses très vite, c'est très bien, mais toi, en tant que petit acheteur derrière, ça va être moins bien. Donc voilà, c'est un peu un équilibre de tout ça qui font que voilà. Mais encore une fois, je suis pas un expert non plus du domaine. Ouais. Donc tu parles de fondamental. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de diguer un projet vraiment très propre technologiquement, etc. Mais par contre, ça performe pas derrière? Clairement, j'ai quasiment envie de dire que c'est presque mon quotidien. En fait, c'est un gros problème qu'on a à l'heure actuelle, de manière générale, dans la crypto-monnaie, et c'est absolument pas péjoratif ce que je veux dire, mais de nos jours, on remarque qu'en fait, la technologie a peu d'intérêt aux yeux des investisseurs. Par contre, tout ce qui va être le marketing, la mise en avant et autres, ça va avoir beaucoup plus d'impact, notamment sur le prix. Et c'est ça qui est des fois un peu frustrant quand tu fais de l'analyse fondamentale, parce que tu vas te retrouver avec des projets qui sont sur des excellentes bases, ils ont vraiment une bonne techno, ça fonctionne bien, mais derrière, ça prend pas parce que, par exemple, ils sont très mauvais en marketing. Et au contraire, tu as des projets
qui, je vais pas dire reposent sur rien, mais n'ont par exemple pas encore développé. Donc, c'est des nouveaux projets qui viennent de se lancer. Donc, il n'y a pas encore de développement vraiment actif derrière. Mais par contre, les mecs, ils sont super bons en marketing. Tu as des events, des trucs et toi. Ça vend un peu du rêve. Et donc, ça, par contre, ça va mieux performer. Donc, c'est vrai que ça, c'est un petit côté un peu frustrant. Au début, en tout cas, moi, ça me frustrait. Maintenant, j'ai envie de dire, ça fait partie du jeu. Mais c'est vrai que ça fait partie du truc, quoi. Ça me fait penser à Solana, peut-être un peu. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ils sont très bons en marketing. Ils font une très bonne année. Qu'est-ce que tu en penses technologiquement? Alors, faut savoir que moi, je suis absolument pas un ultra grand fan de Solana. Par contre, j'en reconnais qu'ils ont des gros avantages. C'est pas moi qui vais les démonter, hein, loin de là. Mais clairement, Solana fait absolument pas partie de mes projets de cœur. Moi, c'est pas un projet qui m'intéresse. Tu vois, j'ai jamais investi dans le Solana. Et même malgré tout ce qui se passe à l'heure actuelle, ça me donne pas envie d'investir. Je préfère investir dans d'autres projets, dans d'autres technologies. Mais je reconnais qu'ils ont été très bons sur plein de choses. Et surtout, un point où on peut souligner leur résilience, c'est quand tout le monde les a donnés morts suite au crash de FTX. Personne aurait à ce moment-là misé un copec dessus, ou très très peu. D'ailleurs, ceux qui l'ont fait doivent être bien heureux à l'heure actuelle. Mais c'est ça qui est vraiment énorme, c'est que quand tout le monde a pensé qu'ils étaient finis, qu'ils étaient morts, ils sont renés de leurs cendres. Et ça, à l'heure actuelle, je connais aucun projet qui a pu connaître un tel, entre guillemets, bad buzz et se relever aussi bien. Donc pour ça, chapeau quand même à la communauté et aux gens qui sont derrière Solana. Qu'est-ce que tu penses aussi? Souvent, on parle de Cosmos. J'ai l'impression qu'en France, il y a énormément de gens qui ont de l'argent dans Cosmos. Technologiquement, j'ai l'impression que c'est un des meilleurs projets. Ouais. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu penses de... Je suis voilà. Là, par contre, je te retrouve. Donc moi, par exemple, je suis effectivement sur Cosmos et son écosystème parce que, comme tu le dis, as exactement raison. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, l'écosystème Cosmos avec d'autres projets font partie de vraiment ce qui a le plus développé, le plus d'interaction avec autant de milieux blockchain différents. Ça fonctionne très bien. C'est vraiment excellent, sans frais, tout ce que tu veux, extrêmement rapide. Sauf que ça manque d'une part, effectivement, probablement de mise en avant, de mise sous forme de marketing. Et surtout, le gros problème qu'on a à l'heure actuelle avec Atom, c'est que le jeton Atom en lui-même n'a pas spécialement d'intérêt. Ça va changer avec les prochaines mises à jour. En tout cas, c'est ce qui est dit. Mais à l'heure actuelle, c'est vrai que le fait de détenir de l'Atom, si ce n'est effectivement avoir un node, faire du staking, etc., n'a pas d'intérêt particulier. Tu peux être sur Osmosis, par exemple, donc il y a un DEX de Atom, et t'as pas besoin d'avoir d'Atom. Tu peux utiliser ça sans jamais utiliser d'Atom. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu le problème de cet écosystème-là. Tu parles de node. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que tu peux expliquer aux gens un peu qu'est-ce que ça représente comme travail? Est-ce que je peux avoir un node chez moi? Alors oui, en gros, donc un node, ça permet justement de faire fonctionner un réseau blockchain puisque ça reste quand même la base, les fondamentaux de beaucoup de projets à l'heure actuelle. Parce que c'est vrai que on est comme tous là principalement pour faire un peu d'argent, mais à un moment donné, ces blockchains, il faut bien que quelqu'un les fasse fonctionner. Quand on est en proof of work, c'est des mineurs. Effectivement, quand on est en proof of stake, c'est des nodes. Généralement ce qu'on appelle des master nodes ou des nodes validateurs, etc., etc. Et en gros, en fonction des projets de crypto-monnaie, ça reste plus ou moins relativement accessible. Donc, c'est-à-dire que sur un projet d'une petite crypto-monnaie, tu peux franchement monter un petit node à la maison, ça va pas te coûter très cher, ça va pas être très compliqué, et ça va justement te permettre de te faire la main, voir un peu comment ça fonctionne, comment les lignes de commande, parce que tout est en ligne de commande sous Linux, Ubuntu, etc. Donc, encore une fois, si vous êtes à l'aise avec le système Linux, Ubuntu, ça vous semble évident. Si vous n'êtes pas du tout dedans, ça vous semble totalement abstrait. Donc, ça reste accessible. Par contre, effectivement, tu as des nodes qui se veulent un peu plus élitistes, mais pas dans le côté péjoratif, encore une fois, mais juste qui demandent des sommes d'argent beaucoup plus importantes. Et typiquement, je pense que avoir à l'heure actuelle un node sur Atom Cosmos, qui est validateur, donc qui est éligible au système, je crois qu'il faut au minimum 500 000 €, voire de nos jours bien plus. Okay. Donc oui, 500 000 €, c'est pas donné à monsieur et madame tout le monde, on est bien d'accord. Par contre, tu as des petits nodes à 100, 200, 300 € qui sont là pour le coup relativement accessibles. Toi, t'en as beaucoup? Donc moi oui, en fait, donc comme je disais au début, donc j'étais dans le minage, je me suis très vite diversifié avec les nodes. Et en fait, les nodes, c'est une super solution justement pour pareil, parce que quand tu fais tourner un node, tu génères des rendements qui sont sous forme de crypto-monnaie, donc la crypto-monnaie de ton node, et ça permet d'avoir une façon de générer de façon passive des rendements sur une crypto-monnaie, si possible, qui te plaît, pour faire d'une certaine façon travailler ton investissement. Donc oui, j'ai des nodes à la maison. J'ai un peu de matos, mais comme j'ai une connexion Internet très, très mauvaise, moi, la plupart de mes nodes, je les loue dans des hébergements de data center. Mais pour les petits nodes que je peux avoir à la maison, je les ai à la maison parce que c'est banger, quoi. Comme tu l'as dit, il y a le proof of work, il y a le proof of stake. Est-ce qu'il y a d'autres consensus de validation qui arriveraient peut-être dans le futur qui sont intéressants? Ouais, donc en gros, là, c'est vraiment les deux grosses bases fondamentales. Et en gros, c'est les grandes familles. Parce que effectivement, si tu creuses un peu le proof of work ou le proof of stake, tu vas voir que on dit toujours telle crypto-monnaie est en proof of stake. Et alors, en fait, généralement, tu as des sous-catégories de proof of stake. Tu as le delegate proof of stake. C'est par exemple ce que tu vas retrouver sur Atom, sur Avalanche, Solana. Donc, tu vas déléguer à des nodes. Au contraire, par exemple, d'un Ethereum où tu as la possibilité
si tu as bien entendu 32 Ethers, mais tu as la possibilité d'avoir ton propre node et le faire tourner. Et donc là, effectivement, on est sur une autre sous-catégorie du Proof of Stake. Et alors, après, tu as toutes les catégories un petit peu hybrides. Donc, tu as des projets qui vont combiner à la fois du Proof of Work et du Proof of Stake. On a des projets de crypto-monnaie où tu as vraiment une partie de la blockchain qui est sécurisée par le minage et une autre partie qui va être sécurisée par des nodes. Et puis après, tu as toutes les petites variantes que l'on a à l'heure actuelle qui sont principalement tournées avec l'intelligence artificielle et autres. Puisqu'en fait, quand tu apportes de la puissance de calcul pour du minage, cette puissance de calcul, elle permet juste de décider qui va être le prochain à valider le bloc. Et donc, il y a beaucoup de gens qui disaient c'est un peu dommage d'utiliser autant de puissance de calcul pour rien, entre guillemets. Ouais. Et donc, maintenant, on se retrouve avec ce qu'on appelle des Proof of Useful Work. Donc, le fait que le travail ait un intérêt. Et c'est notamment le cas de certaines blockchains où on va se retrouver avec du minage qui va être certes utilisé pour désigner le prochain validateur du bloc qui va empocher la récompense, mais également, par exemple, pour des travaux, notamment la réplication de protéines. Je sais que c'est quelque chose qui est très compliqué, justement, en biologie et autres, voir comment les protéines peuvent se tourner, se positionner les unes par rapport aux autres. Et cette puissance de calcul qui vient d'ordinateur, elle peut être notamment utilisée pour ce genre de choses. Ça me fait penser à Cubic aussi. T'as digué ça un peu, ce projet? Je connais très mal Cubic, mais effectivement, on est un peu dans le même genre. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, là, on est plus sur du bête, entre guillemets, bête, encore une fois, sans être mauvais, mais c'est plus du simple proof of work, mais on est sur, effectivement, un cas d'usage réel de la puissance de calcul. T'as quelques projets comme ça à nous citer, peut-être en useful? Donc là, de tête, en tout cas, comme ça, effectivement, il y a Cubic. Il y a Dynex qui fait effectivement un super calculateur sur base de ça. Moi, je connais très bien Flux qui, pour le coup, lui, combine à la fois Proof of Useful Work et Node, pour le cas, parce que je fais du minage de Flux et j'ai des nodes Flux, donc je le connais bien. Là, de tête, forcément, c'est difficile à trouver, mais ça existe. C'est pas genre 2 projets dans un coin. Il y a peut-être une dizaine de projets qui fonctionnent là-dessus. Et comme en fait, c'est intéressant parce qu'on a de plus en plus de demandes de ressources pour l'intelligence artificielle, il y a des projets même qui étaient en Proof of Work et qui basculent vers du Proof of Useful Work pour essayer aussi de tirer un peu la couverture vers eux, quoi. Bon, là, tu nous parles d'IA. Ça a quand même été un des gros narratifs de 2024. 2025, sur quoi tu parierais? Sur quoi on peut se diriger? En tout cas, à l'heure actuelle, sachant que, selon moi, encore une fois, on peut me tromper totalement, mais on n'a pas eu encore d'alt season. Je reste, en tout cas, moi, sur ces narratifs, donc à savoir IA d'Epine, donc IA, intelligence artificielle. D'Epine, c'est justement le fait de fournir de la puissance de calcul ou de la puissance serveur réseau à un système, notamment les IA. Donc pour le coup, même si c'est 2 narratifs distincts, ils sont intrinsèquement liés. Et puis, il y a le secteur des RWA dont on parle tant, donc le fait de tokeniser les actifs réels. Pour moi, ça semble, en tout cas, d'un point de vue vraiment technologique, ça semble super intéressant. Mais maintenant, si tu te mets d'un point de vue de ce qui s'est réellement passé sur le marché, on s'est retrouvé avec des meme coins, des meme coins qui ont explosé, notamment grâce à Pump Fund, notamment sur Solana. Et tu as eu effectivement après toute la vague avec le Trump et le Melania, que, entre guillemets, moi perso, j'avais pas vu venir du tout, parce que moi j'étais encore une fois sur les fondamentaux, la technologie, et or on remarque que de nos jours, ça les gens n'en veulent pas, ils sont pour le moment plutôt tournés sur le côté, à juste titre, fun, amusant et gambling, genre casino, quoi. Au final, ça onboard quand même pas mal de gens. Donc ça reste le point positif, c'est que d'une façon ou d'une autre, tu as des gens qui ne s'intéressaient pas du tout à la crypto-monnaie, qui ont téléchargé un wallet Phantom pour interagir avec Solana, qui ont été sur Pump Fund, qui ont découvert l'achat, la vente, etc. Donc ça reste du positif. Alors, tu m'as parlé d'alt season. Est-ce qu'on aura une alt season en 2025? J'ai reçu des gens qui m'ont dit cette année, il n'y aura pas d'alt season. Enfin, ce cycle-là. Alors, c'est le fameux grand débat. En fonction, encore une fois, si on est dans les personnes qui valident le fait qu'on ait des cycles qui se répètent ou au contraire qui ne se répètent pas, le fait que, à juste titre, de nos jours, on a beaucoup plus de crypto-monnaies que par le passé et que donc, si même on avait une alt season, la liquidité qui va se déverser va être sur beaucoup plus de coins et de crypto-monnaies différentes. En ce qui me concerne vraiment perso, moi, je reste convaincu qu'on aura une alt season puisque je vois pas pourquoi, à un moment donné, on n'aurait pas de la liquidité qui vient du Bitcoin, qui aurait extrêmement bien performé, qui se libérerait sur les alts. Par contre, je suis totalement d'accord sur le fait que, de nos jours, il y a énormément d'alts, il y en a un peu trop même, et que donc, à un moment donné, c'est comme je dis toujours, si tu as 1000 euros, par exemple, à déverser sur 2 alts, ça fait 500 chacune. Si tu en as 10, ça fait 100 balles chacune. Et puis, si tu as 1000, 10 000, etc., tu te retrouves plus qu'avec quelques centimes d'argent qui vont aller sur ces alts. D'où le fait de bien sélectionner les alts sur lesquels on est, et si possible, si en tout cas, on a cette capacité de surfer les narratives pour tenter d'aller chercher l'argent là où il est. Est-ce que tu penses aussi qu'on aurait peut-être des flippings sur les blockchains de Layer 1? Est-ce que Solana pourrait dépasser Ethereum, par exemple? Honnêtement, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient très souvent. Moi, je ne pense pas, pour une simple et bonne raison que, encore une fois, si tu te bases sur les fondamentaux, donc en tout cas sur ce qui est Ethereum et sur, à l'heure actuelle, ce qui est Ethereum, parce que Ethereum, effectivement, c'est la blockchain Ethereum, mais c'est également tous les tokens ERC20, c'est énormément
de plateformes, hein, de plateformes DeFi, de plein de choses, parce que voilà, et pareil que Solana, attention, ça se limite pas juste à une blockchain, mais à l'heure actuelle, quand tu vois la quantité, par exemple, de développeurs qui développent sur Ethereum, que ce soit même la blockchain principale ou toutes les dApps autour, j'ai vraiment du mal à me dire que, ok, Solana se développe très bien, ils ont une bonne communauté, etc., mais si par exemple, Solana a 50 développeurs, Ethereum en a 2000. Donc, tu vois, on n'est pas du tout dans les mêmes rapports de force au niveau du développement. Et donc, si un jour on voulait avoir un flipping, par exemple, Ethereum Solana, il faudrait que, c'est ce qu'il est en train de faire, mais qu'ils prennent de plus en plus en capacité que pour pouvoir onboarder encore plus de monde que ce qui est déjà à l'heure actuelle. Donc, flipping, en tout cas, à l'heure actuelle, pour moi, pas du tout. Dans les années à venir, peut-être. Mais à l'heure actuelle, je vois pas du tout comment un Solana pourrait rattraper Ethereum. Pourtant, je suis pas non plus fan d'Ethereum. Donc, on peut pas dire que je défends l'un ou l'autre. Il y a Sui aussi qui arrive fort. Ouais. En ce moment, qu'est-ce que tu penses Est-ce que ça a bien performé ou il a déjà, au contraire, trop performé Je pense qu'il a déjà bien performé, ça c'est certain. Il est entre guillemets, je vais pas dire qu'il est sorti de nulle part, mais il a pris beaucoup de gens de court et il a eu une très très grosse perf, très belle perf. Difficile à dire de voir à l'heure actuelle si ce genre de layer peut avoir un intérêt à l'heure actuelle, puisqu'on voit que la plupart des gens se recentrent maintenant plutôt sur les bases, les fondamentaux. Voilà, Ethereum, Solana. On voit une grosse remise en avant de Tron. Pareil, pas fan de Tron, mais on voit qu'ils viennent aussi. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Donc, je sais pas si c'était plus un effet de mode et ils sont arrivés au bon moment, au bon endroit et ça a pris. Où est-ce qu'ils vont rester? Je pense que dans le temps, ils vont rester, hein, ils vont pas disparaître du jour au lendemain. Mais est-ce qu'ils auront la même vague de hype qu'ils ont connue quand ils ont arrivé? Ça, j'avoue que j'ai du mal à le croire, mais bon, on sait jamais. Hein. Je te fais les petites complétions de phrases. On débat pas, on débat bien sûr, bien sûr. Okay. Quelle crypto pourrait dépasser Bitcoin? Aucune. La crypto qu'il ne faut surtout pas acheter. Tout ce qui tourne autour du gaming, le truc, parce que malheureusement, et pourtant je suis gamer, ça ne prend pas, quoi. La dernière crypto que j'ai achetée. Alephium. La blockchain la plus performante selon moi. À l'heure actuelle, clairement Ethereum. Dans le futur, j'ose espérer que ce sera autre chose. Le secteur le plus prometteur pour les cryptos en 2025. IA Depin parce que IA et Depin sont vraiment ensemble, et puis RWA. L'outil indispensable quand on investit en crypto. Hardware wallet. La meilleure stratégie pour investir en crypto. DCA majoritairement sur Bitcoin. La crypto la plus sous-cotée selon moi. Alephium et Flux. Pump ses bagues. Ouais, j'allais dire, on doit pumper ses bagues, c'est le moment. Le meilleur moment pour acheter des cryptos. En bear market. Et le meilleur moment pour les revendre. En bull run. Le meilleur wallet pour sécuriser ses cryptos. Je veux dire Satoshi. Ok. Satoshi Wallet. Et le meilleur moyen pour se former en crypto. Internet, quoi. Que ce soit des vidéos YouTube, des tutos ou autre, t'as vraiment moyen d'avoir les bases totalement gratuitement et tout. Franchement. Ouais, mais pourtant, toi, tu dois le vivre tous les jours. Des gens qui t'envoient des DM, ouais, forme-moi, explique-moi, coach-moi, etc. Pourquoi les gens, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à atteindre l'information, tu vois, ils n'arrivent pas à... Je pense qu'il y a un peu des deux. En fait, il y a d'une part le fait d'atteindre l'information, ce qui effectivement par moment peut être compliqué parce que en plus de nos jours, Dieu sait qu'il y a beaucoup plus de créateurs de contenu. Hein. Je veux dire, moi quand j'ai commencé en 2016-2017, on était genre une dizaine sur YouTube à parler en français de la crypto-monnaie. Maintenant, on est beaucoup plus, donc il y a beaucoup de choix possibles, surtout avec des fois des personnalités. Voilà, il y a des gens qui vont dire ça c'est bien, d'autres vont dire ça c'est pas bien, etc., etc. Et puis surtout, il y a aussi, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression, peut-être à juste titre, que le fait d'avoir une formation, un accompagnement personnalisé, ça peut, entre guillemets, accélérer le temps. Se dire, si j'apprends par moi-même, ça va me prendre 6 mois. Si je prends une formation, je vais le faire, par exemple, en 1 mois. Et donc, je pense qu'il y a ça aussi, des gens qui veulent essayer d'aller plus vite, plus rapidement à la formation. Tu m'as dit sous-côté crypto, sous-côté Alephium. Alephium, je les aime beaucoup. En fait, donc Alephium, c'est un layer one. Donc, on se retrouve en plein dans la catégorie Bitcoin, Ethereum, Solana et compagnie. Ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est que c'est un proof of work. Et donc, étant mineur, je préfère quand même parce que je trouve que le proof of work a vraiment des gros avantages par rapport au proof of stake qui sont vraiment indéniables. Le fait que vraiment il y ait cette possibilité que ce soit donné à tout le monde de pouvoir miner et pas, on l'a dit à l'Enode, des fois ça représente un certain coût et donc à un moment donné, t'as pas l'argent. Donc il y a ce côté-là. Et puis c'est un layer one en proof of work. Donc proof of work, généralement, les gens ont l'impression que c'est l'ancienne technologie et que c'est vieux. Sauf qu'en fait, ils ont des performances qui sont égales, voire supérieures à ce que peut sortir un Solana ou autre. Les meilleurs, que ce soit donc Alephium, et on a également Kaspa, pour en citer deux qui sont pareils en proof of work, ils font des perfs en proof of work aussi bonnes, voire meilleures que des layer 1, des layer 2. Les meilleurs layer 2 sur Ethereum, ils sont dépassés par des layer 1 en proof of work, où on n'a donc pas besoin d'avoir une surcouche, ou nativement, grâce à des technologies, donc Alephium, c'est du sharding, et sur Kaspa, c'est du block DAG. C'est deux technologies qui permettent en fait de faire des milliers, des centaines de milliers de transactions par seconde. Donc,
pas en ayant parce que souvent les gens associent minage à Bitcoin, 10 minutes le bloc, c'est long et ça. Là, tu as des blocs sur Alephium, tu as des blocs toutes les 8 secondes et ça peut même être encore réduit. Donc, tes transactions, elles passent en instant, quoi. Tu as parlé de Layer 2. J'ai vu une stat la dernière fois, je crois qu'il y a 600 Layer 2 ou un truc comme ça sur Ethereum. C'est incroyable. Je pense que la majorité ne servent plus à grand-chose, ne servent pas à rien. Est-ce que quand Ether aura fini ses innombrables mises à jour, tous ces Layer 2 finalement serviront à rien? Est-ce que c'est une bonne idée de développer des Layer 2? Alors, je pense que si on avait la discussion avec Joe Star, par exemple, qui est très porté sur Ethereum et Layer 2, lui te dirait, et à juste titre, que ces Joe Layer 2... Star, comment ça, Joe Star? Joe Star, tu connais pas? Bah, l'acteur. Non, bah non, pas Joe Star. Non, le Joe Star, il y a un mec sur Twitter qui s'appelle Joe Star. Joe Star. Je suis pas sur Twitter. Voilà. C'est pour ça. Qui est un très grand fervent Ethereum et dont c'est Layer 2, qui lui, à juste titre, et encore une fois, là, je suis vraiment, il est très, très bon. Il est très, très calé. Te dirais que vraiment les Layer 2 sont indispensables au bon développement du réseau, etc. Et en fait, moi, j'ai toujours eu une réflexion, mais qui est un peu bateau, tu vois, mais que je trouvais bien. Moi, je pars toujours du principe, si ton Layer 1, ton Layer 1, il est très bon, t'as pas besoin de Layer 2. Si ton Layer 1 est jamais saturé, imaginons, tu sais traiter énormément de blocs par seconde, tu es toujours décentralisé et puis tu es sécurisé, hein, le fameux trilemme de la sécurité. Si à un moment donné, ton layer 1 de base est très bon, il n'y a pas de souci. En gros, ce que je veux dire, c'est que si Ethereum, par exemple, avait été fait de sorte qu'il n'y ait pas d'engorgement et qu'on ne se retrouve pas avec des fees énormes, les Layer 2 auraient jamais existé sur Ethereum. On a des Layer 2 pour venir compenser. Et donc, effectivement, si on part du principe qu'un jour, Ethereum arrive à faire, comme tu l'as très bien dit, toutes ces mises à jour et de ça, est-ce qu'il y aura encore un intérêt des Layer 2 ? Je pense que oui, mais pour des activités, des choses très précises, quoi. On aura des Layer 2 pour des activités très précises. À l'heure actuelle, les Layer 2, ils sont principalement utilisés pour réduire les frais et que ça aille plus vite. Mais peut-être qu'un jour, tu auras un Layer 2 sur Ethereum qui sera que destiné aux NFT, un autre qui sera que destiné à autre chose, etc. etc. Ok. Donc, long terme, on ne sait pas trop quoi pour les Layer 2. Toi, si tu devais garder 3 cryptos dans ton wallet sur une durée de 10 ans, en étant safe, tu garderais quoi? Hors Bitcoin et Ethereum. C'est compliqué. Je vais dire, moi, c'est Bitcoin avant tout. Honnêtement, si je prenais hors Bitcoin et Ethereum, j'essaierais justement de rester sur des grosses cryptos fondamentales et pas aller vers des trucs trop exotiques qui risquent justement à un moment donné, tu sais, voilà, on a eu la hype des métavers, par exemple. Bon, les métavers, c'était sympa, mais c'est terminé. Donc, j'essaierais d'aller justement sur un truc de base. Donc, j'irais plutôt, justement, j'essaierais de garder un layer 1 en proof of work. Donc là, ça pourrait être Alephium, ça pourrait être Kaspa ou autre. J'essaierais de garder un réseau d'infrastructures de base sur lequel, justement, on peut venir greffer des choses type, justement, donc tout ce qui va concerner la dépine, parce que ça, je pense qu'on est vraiment sur un mouvement de fond. Et donc là, moi, perso, j'irais sur Flux, mais on pourrait citer pour les autres AKT, Render, Ionet, qui font parler beaucoup d'eux. Et puis, si je devais garder un dernier, j'hésite en fait, alors que j'en ai pas, hein, mais j'hésite par exemple avec du Doge en me disant que les États-Unis vont partir en vrille et que donc ce serait bien d'avoir du Doge pendant 10 ans. Ou alors, je sais pas ce que je pourrais garder vraiment comme ça. Doge, je suis assez d'accord. Hein. Je pense que dans 10 ans, ils seront toujours là. Hein. J'en suis certain. Ouais, on va dire Doge, pour le coup. Qu'est-ce que tu penses de Link? Moi, je m'attendais peut-être à un Chainlink. Chainlink. Alors, j'en ai pas du tout. Mais par contre, oui, ça reste la base, les fondamentaux, puisque le Chainlink à la base. Alors, encore une fois, les Link maximalistes vont me dire que c'est pas qu'un oracle et que maintenant Chainlink fait plein de choses. Ils ont raison. C'est Link Marine. Voilà. Pour moi, Chainlink, c'est les oracles. Et les oracles, c'est le fait que justement, c'est d'avoir quelque chose qui peut aller chercher une valeur, une donnée hors blockchain et l'intégrer à la blockchain. Et donc, quand on voit que justement, on veut se tourner notamment vers la tokenisation d'actifs avec les RWA, on comprend qu'il y a un intérêt énorme d'avoir des oracles pour aller justement chercher, par exemple, le prix de l'essence, d'une œuvre d'art, de quelque chose qui est hors blockchain et l'intégrer à la blockchain. Donc oui, Chainlink, ça reste un des mastodontes de l'écosystème au niveau des oracles. Par exemple, j'en ai pas. Et pas que j'y crois pas, hein, ça reste un très bon projet, mais peut pas être partout. Tu m'as dit Kaspa. Kaspa, ça a été un gros sujet aussi. Ils ont une com assez agressive envers Bitcoin. Enfin, dans un sens, ils se disent Bitcoin c'était le testnet. C'était le testnet. Et après ils disent oui, mais on a la même vision que Satoshi. C'est ça. Est-ce que t'aimes bien le Kaspa? Alors, je l'aime bien. J'en ai miné tout un temps, etc. Donc, j'adore le projet. Hein. Je trouve que voilà, le concept est bon, etc. À l'heure actuelle, j'en ai plus, mais ça reste un excellent projet. La com a été agressive, mais pour le coup, et Dieu sait, comme je l'ai dit, hein, je préfère la tech à la com, mais en fait, ils ont bien compris qu'ils avaient une bonne technologie et que s'ils avaient une communication classique, comme la plupart des projets ont, ils resteraient, entre guillemets, inconnus, etc., etc. Et le fait, effectivement, de dire que Bitcoin était le testnet de Kaspa, c'est extrêmement prétentieux, mais ça permet de faire parler de soi, ça permet de l'amener là où il est, et surtout, ça a réussi à fédérer une communauté, parce que ça, ils ont une très grosse communauté, les Kaspa maximalistes. Et pour le coup, j'ai envie de dire, c'est un pari réussi. Je suis assez d'accord. Je t'ai fait des petits vrais ou faux? Ouais. Juste vrai, juste faux, et on débat après. Est-ce qu'il est trop tard pour acheter des cryptos en 2025? Faux.
Est-ce que l'année prochaine, le marché crypto va fortement chuter? Vrai. Est-ce qu'il est risqué d'investir en crypto? Vrai. Il vaut mieux placer son argent en crypto ou dans l'immobilier? Vrai. 90% des projets actuels vont mourir d'ici 5 ans. Vrai. Les cryptos vont remplacer les banques traditionnelles. Faux. Est-ce que je peux investir en crypto même si je connais rien à la finance? Vrai. Est-ce que c'est toujours possible de faire des x100 en 2025? Oui. Vrai. Est-ce que la crypto va remplacer l'euro ou le dollar? Faux. Est-ce que le DCA est la meilleure stratégie d'investissement? Vrai. Est-ce qu'un jour Bitcoin atteindra $1 million? Vrai. Convaincu? Bah, quand tu vois à l'heure actuelle, en tout cas, l'évolution des market cap de Bitcoin et autres, encore une fois, quand j'ai commencé en 2016, tu m'aurais dit que le Bitcoin en 2025, donc quasiment 10 ans plus tard, serait à $100 000, j'aurais jamais cru. Hein. Donc, Ouais. et il faut se dire que maintenant, $100 000, c'est l'équivalent des $1 000 d'avant et que ouais, Ouais. non, pour moi, il y arrivera, surtout qu'il prend de plus en plus d'ampleur, son market cap devient de plus en plus grand, il grignote de plus en plus des parts, notamment dans l'or physique et autres. Donc j'ai envie de dire, d'ici 30, 40, 50 ans, pour moi, ça me semble pas déconnant. Tu m'as dit, ouais, l'année prochaine, on s'attend peut-être si les cycles se répètent à Voilà. une forte chute. Est-ce qu'on va avoir encore des bear markets meurtriers avec des moins 80%? D'un point de vue perso, j'aimerais bien que non. Mais moi, comme je l'ai dit, je suis un fervent défenseur de la théorie des cycles. Depuis le début, je me dis, les cycles sont les mêmes, ça se représente, etc., etc. Si on se dit ça, effectivement, on pourrait se dire que ce serait catastrophique. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais maintenant qu'on a les ETF, ça pourrait changer, ça pourrait limiter Ouais. ou autre. Je me demande si on dit ça parce que vraiment on croit que les ETF peuvent changer quelque chose, ou c'est plutôt de se dire, se rassurer en se disant, ok, on fera que moins 40% à la place de moins 80%. Mais si on se base sur les cycles, non, on va se taper un gros bear market, on va retourner à $20 000 ou 40 000 et tout le monde va pleurer et tout le monde dira encore que c'est terminé et que c'est fini. Après, tant mieux. Ce serait quoi les premières cryptos que tu reprendrais là si tout le marché se met à chuter? En tout cas, à l'heure actuelle, c'est clairement Bitcoin parce que c'est ce que j'avais dit dans une de mes vidéos. En fait, j'ai eu un gros problème lors des cycles précédents parce que j'ai déjà vécu 2 cycles. Là c'est mon 3e. Moi, j'avais un gros problème, c'est que j'avais tendance à racheter beaucoup trop tôt. En fait, voilà, imaginons là, le Bitcoin est à $100 000. Je le vois à 90, je rachète direct. En fait, c'était mon gros problème. Non. En fait, quand tu as TP, dans mon cas sur Bitcoin, ma strat maintenant, c'est de racheter genre pas avant 50 000, quoi. Ok. Donc là, ce que j'ai pris sur Bitcoin, je le garde et ce sera réinvesti par la suite en bear market, comme on a dit tout à l'heure. Et il est trop tard pour acheter les cryptos en 2025? Jamais, Non. jamais, non. On est vraiment dans un. En tout cas, encore une fois, si on se base sur les Ouais. cycles et qu'on part sur un Bitcoin, par exemple, qui dans 30 ans sera $1 million, voilà. Est-ce qu'il est trop tard, par exemple, pour investir si on veut faire un gros multiple rapidement? Peut-être. Par contre, encore une fois, si on a une vision long terme, qu'on se dit on est là pour plusieurs années et pas plusieurs semaines, clairement, il n'y a aucun problème. C'est comme on dit toujours. Hein. Moi, je me rappelle en 2017, quand il y avait des gens qui avaient acheté du Bitcoin à $20 000, tout le monde se moquait d'eux en disant ah, vous avez acheté le top, vous avez acheté le top. Maintenant, il y a tout le monde qui aimerait racheter du Bitcoin à $20 000. Hein. Les gens tueraient pour acheter à 20 000. Ouais. Or, on s'est foutu de la tronche de ces gars-là. Et je pense que 100 000, par exemple, à l'heure actuelle, les 100 000, ça pareil. Là, maintenant, les gens disent ah, t'as acheté à 100 000, t'as acheté à 100 000. Si le Bitcoin est à 500 000 dans quelques années, on sera bien content d'acheter à 100 000. C'est quoi ta target d'ailleurs là pour la fin de ce bull run? Boule de cristal. Sur Bitcoin, en tout cas, de par mes estimations, qui encore une fois ne sont pas sorties de mon chapeau, mais en fait, j'estime les market cap, hein, ça fait partie de mon analyse fondamentale. J'estime par exemple le market cap du Bitcoin par rapport à celui de l'or physique et les pourcentages que celui-ci peut prendre, etc., etc. Moi, j'ai estimé une target avec une zone basse, entre guillemets, sur le Bitcoin à 150 000, une zone haute à 175 000. Ça, c'est ma target de base. Et effectivement, il y a plein de gens qui me disent, mais si, il ira plus haut. Mais moi, je dis toujours, s'il va plus haut, j'en suis que plus content. Hein. Mais en gardant les pieds sur terre, en faisant les market cap et autres, pour moi, un Bitcoin à 150 000, ce serait très bien. 175 000, je serais aux anges. Et après, si c'est plus, tant mieux. Je vais pas m'en plaindre. Je vais pas dire, ah non, j'avais dit 150, on est à 200. Mais voilà. En gros, c'est mes targets à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, mes ordres de vente sont déjà plus ou moins positionnés là-dessus, quoi. Ouais, d'ailleurs, ce que les gens ne font pas ou très peu, c'est de mettre ses ordres de vente à l'avance. Ils sont toujours en train de demander, tu penses que je devrais sortir, etc. Pour conclure cette émission, est-ce que tu auras un conseil pour tous les gens qui sont lancés là en 2025, en 2024, qui vivent leur premier cycle? Quelles erreurs ils doivent pas commettre? Quel serait le conseil, le mot de la fin? De ne pas hésiter à TP. Donc take profit, donc ne pas hésiter à prendre des profits à un moment donné. C'était mon premier problème. En fait, à un moment donné, on en veut toujours plus. Le Bitcoin est à 100 000, on le veut à 110. Quand il sera à 110, on le veut à 120, à 120, on le veut à 130, etc., etc. À un moment donné, en fait, il faut pas hésiter à prendre des profits. Même, on ne vendra jamais le top, on n'achètera jamais le bottom. À un moment donné, il faut sécuriser une partie de ses gains d'une façon ou d'une autre. Et en fait, on ne TP jamais trop tôt. On TP jamais trop tôt. Vous avez vendu, moi personnellement, j'ai vendu à 90 000. On est à 100 000, on aurait pu dire, pourquoi t'as pas vendu à ça? Parce que je savais pas qu'il allait y aller. Donc moi, je préfère jouer la sécurité, prendre des profits, sécuriser mon invest, et puis on verra pour la suite. Donc ça, c'est vraiment le meilleur conseil, c'est de ne pas hésiter à TP et donc de ne pas être trop greedy, de ne pas être trop gourmand et se dire, oui, mais demain, il vaudra plus, donc je vais pas vendre aujourd'hui parce que demain, j'aurai plus.
Et peut-être que demain, il sera plus bas. Et là, après, c'est la cascade. Hein, tu vends dans la panique, ça remonte, tu sais plus quoi faire. Donc voilà, se poser, prendre ses TP, c'est le principal. Take healthy profits. Voilà. Moi, la phrase que j'aime bien, c'est personne n'est devenu pauvre en prenant des profits. Eh ben, j'étais en train de la chercher, j'arrivais pas à la retrouver. J'adore, je valide à 2000%. C'est ça que je voulais dire. Et ben voilà, on termine cette émission sur cette phrase. Merci beaucoup pour Avec cette grand petite plaisir. demi-heure. Et t'es invité quand tu veux pour revenir parler avec nous. Avec grand plaisir. Merci à toi. Et maintenant, on va sur le salon Crypto XR. Ciao.